Eh bien, fidèles téléspectateurs de la chaîne des 10 régions, bienvenue à cette sortie de votre programme On refait la presse. Vous le savez, sur ce plateau, on fait la presse à notre façon et bien sûr avec nos invités qui nous permettent donc de surfer entre les différentes informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Et parlant des tabloïds, nous faisons un plongeon du côté des unes en kiosque pour vous dérouler toutes ces informations et bien sûr pour que vous soyez au même niveau de l'information et que vous sachiez comment se porte notre pays. Le PCRN navigue en eau trouble depuis quelques mois déjà avec ce théâtre qui nous est livré par ce parti. D'un côté, le président fondateur qui décide de suspendre le président du PCRN et le président du PCRN qui à son tour suspend le président fondateur. Finalement, ne sait à quel sens se jouer. Et d'un autre côté, le MINET qui donc essaye de réguler tant faire se peut la situation. Dans tous les cas, fidèles téléspectateurs, chacun tire de son côté, essaye d'interpréter la façon, surtout à la veille, tout simplement à l'approche des élections présidentielles qui auront lieu en 2025. De quoi créer autant de remous au sein des partis politiques. Mais nous sommes ici sur ce plateau et nous allons essayer d'en parler une fois de plus pour permettre à chacun de cerner la situation puisqu'on a un représentant du PCRN sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, permettez-moi de vous présenter donc ces visages en commençant pourquoi pas par le représentant du PCRN qui est donc déjà installé sur ce plateau. Il s'agit de Hassan Fouapon qui est donc communicant PCRN. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Claudia Mobé, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes que vous aurez l'occasion de présenter. Je vous remercie pour l'honneur que vous me faites en m'associant à ce panel, mais surtout en associant le PCRN à votre panel, afin qu'il puisse éclairer la lanterne des Camerounais sur une question qui, aujourd'hui, ne fait nul doute. C'est une question qui est importante et qui intéresse de plus en plus les Camerounais. D'accord, merci bien pour ces éclairages, afin qu'on ne soit plus donc en train d'évoluer comme des aveugles et que chacun dise ce qui n'est pas. Ce sera certainement une bonne opportunité pour tous ceux-là qui nous regardent, surtout rester connectés. D'un autre côté, on a un enseignant. Lui, c'est donc Claude Ngane qui est donc présent sur ce plateau. Bienvenue. Bon après-midi Claudia, merci pour l'invitation, pour la énième invitation. Bon après-midi à tous les co-panélistes. Et je ne vais pas cesser de vous remercier pour cet espace que vous nous donnez, que vous nous accordez pour éclairer la population sur bon nombre de sujets politiques, de sujets économiques, bref, sur l'ensemble de l'actualité de notre société. Merci. D'accord, vous l'avez déjà découvert, lui il est géostratège. Il s'agit donc d'Arsène Kolo Minlo qui, une fois de plus, nous a donc fait la grâce d'être sur ce plateau, on va le dire ainsi. Bon après-midi. Merci, chère Claudia. Bon après-midi à vous également. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs, nos nombreux, n'est-ce pas? Bon après-midi également à mes copanélistes, n'est-ce pas? Je suis fier aujourd'hui, on a changé un peu de face. J'étais habitué avec mon ami Zanga. Ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas, de voir de nouvelles faces d'expertise, n'est-ce pas, pour éclairer les Camerounais. Dans tous les cas, nous sommes heureuses de vous avoir sur ce plateau. Tout simplement, je suis heureuse de vous avoir sur ce plateau. En attendant que Melkia de Sour ne se joigne à nous, puisqu'il s'est excusé. Et les occupations, c'est pas toujours évident. Donc, on va immédiatement aller en kiosque, si vous le voulez bien, aller en kiosque pour dérouler les différentes informations traitées par nos confrères de la presse écrite. C'est tout de suite derrière cette transition. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, vous nous recevez partout où vous vous trouvez, sentez-vous privilégiés, surtout pour ceux-là qui nous reçoivent via notre application Camdis Télévision, tout simplement via les réseaux sociaux et notre page Camdis Télévision. Vous êtes encore plus privilégiés.
On entre en kiosque ce matin pour vous dérouler les informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Ça se passe avec la primeur de l'Info Plus qui, pour un début, pointe à sa grande une, montée en puissance d'un sentiment antipatriotique au Cameroun. Ce qui intrigue sur la mort de Paul Biya, n'ont-ils plus rien à faire dans leur vie? Un questionnement que nous propose donc le journal pour nous indiquer que 18 mois avant la fin de son mandat, prévu en octobre 2025, le président de la République du Cameroun fait tellement peur à son opposition politique en perte d'espoir, incapable de trouver un véritable challenger pour donc booster l'alternance aux prochaines élections présidentielles. Elle arme les réseaux sociaux pour invoquer la mort de Paul Biya en cette année 2024. Vous allez encore attendre longtemps, tant pis pour les cardiaques, nous dit donc le journal à sa grande une. On peut également lire donc au bas de ce journal: conflit au PCRN, le futur président de la République devrait apprendre le respect des aînés, nous dit donc le journal. On poursuit avec une autre actualité, cette fois-ci c'est avec Terre Promise Hebdo en kiosque ce matin qui a sa grande une, fait bien de titrer 6 avril 1984, la page est définitivement tournée. Grâce à l'intelligence politique et à l'esprit de pardon du président Paul Biya, la tentative de putsch qui, il y a 40 ans, avait failli mettre en péril donc les institutions de la République et la concorde nationale n'est plus qu'un triste et lointain souvenir rangé qu'elle est dans les annales de l'histoire. Retour donc sur cet événement en page 3 grâce à Terre Promise Hebdo en kiosque ce matin. On poursuit avec autre chose à présent. On tombe en économie avec le journal quotidien L'économie mine. La Russie s'intéresse au diamant camerounais. Le journal qui fait donc cette annonce nous dit que le pays va donc aider le Cameroun a installé son laboratoire d'analyse des pierres et métaux précieux. Ceci dans un contexte où l'exploitation frauduleuse et illicite de certains métaux s'accentue. Le journal le fait bien de dérouler toute cette information en page 3. Et conjoncture économique qui est également que ce matin nous pointe le potentiel hydroélectrique de la Sanaga. Maximiser l'exploitation. Le journal nous dit qu'avec un potentiel de plus de 10 000 mégawatts pour seulement 660 mégawatts exploités, le développement du bassin hydroélectrique de la Sanaga reste une préoccupation majeure pour les divers acteurs réunis au cours du projet d'assistance technique pour le développement de l'hydroélectricité sur la Sanaga. Le 1er avril 2024 à Yaoundé, sous la présidence du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou et Somba. Le journal en parle, mais il n'est pas le seul à revenir sur cette actualité. On a également la République de Timothée Somba Bena qui a sa grande une pointe actualité: production de l'hydroélectricité sur le fleuve Sanaga, un potentiel de 10 000 mégawatts à développer. On sort de cette actualité pour parler d'autres choses à présent. Et si on allait donc à Bikok, c'est avec le journal Leader Presse en kiosque ce matin, intercommunalité. Les maires de Bikok et de Nkolmetet au secours des cacao-culteurs. Le journal nous explique en page 7 de quoi il est véritablement question. Il faut donc lire le journal, il est en kiosque. On poursuit avec mutation affaire Mwange Kobila, Espérance Temo devant la barre. Un nouveau procès s'ouvre dans ce jour au tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, à la suite de celui pour harcèlement sexuel présumé. Le journal nous en parle en page 5 pour retourner sur cette actualité. On parle de la lutte contre la vie chère. Cette fois-ci, c'est avec le journal L'Aviateur. En kiosque ce matin, le billet hebdomadaire d'enquête et d'activation politique nous dit
que l'huile raffinée baisse ses prix. On peut lire donc au bandeau de ce journal que selon la communauté du ministre du Commerce, selon le communiqué du ministre du Commerce, rendu public en semaine dernière, le prix du bidon de le prix au détail du bidon de 20 litres de l'huile extra raffinée Mayor est désormais à 22 000 francs CFA, soit 1100 francs CFA le litre. Quelle bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle qui est donc relayée par le journal L'Activateur, c'est donc le prix du cacao, l'embellie du prix du cacao, 5200 francs CFA, le kilogramme de cacao au Cameroun. Et le journal de s'interroger, il y avait quoi avant? Les prix aux producteurs explosent au Cameroun avec un nouveau record de 5200 francs CFA le kilogramme pour une meilleure rémunération des cacaoculteurs. L'excellence tenue du marché camerounais désormais sur le toit du monde à la faveur d'un contexte international porteur et du redressement soutenu et reconnu de la qualité de la fève camerounaise a été donc salué par Luc Magloire-Baga Atangana, ministre du Commerce. À Bimte, s'exclame le journal. Allez en page 3 pour davantage avoir les informations sur cette actualité. Et on va finir avec ce journal pour parler du sujet du jour. Parti camerounais pour la réconciliation, passe d'armes entre Cabral Libi et Robert Conan. Le président national du PCRN, par début de qualité, décide de l'exclusion définitive du parti du président fondateur du PCRN. En retour, le président fondateur décide d'exclure le président national avec tous ses turiféraires, y compris des militants de son camp. Son propre fils inclus. L'information est détaillée en page 7. Allons en santé, parlons santé, avec le quotidien Éco-Santé, en kiosque ce matin, accès aux soins de santé de référence. Les 8 managers des hôpitaux de première catégorie au Cameroun qui offrent des soins de qualité. C'est donc présenté à la grande une du journal que nous pouvons apercevoir le professeur Vincent de Paul Jemche, qui est donc le DG de l'hôpital général de Yaoundé. On a par ricochet d'autres visages qui sont donc présentés par le journal. Pour avoir d'amples informations, il faudrait donc lire en kiosque le journal. Et on poursuit hors de nos frontières avec Médias d'Afrique. Médias d'Afrique d'Eli Djignam, qui a sa grande une pointe Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, président. Le journal nous dit qu'à 44 ans, né le 25 mars 1980, le candidat de la coalition système devenu président veut écrire une nouvelle page de l'histoire politique du Sénégal avec une plume marxiste et révolutionnaire. Allons donc en kiosque pour avoir d'amples informations de sa prestation de serment qui a lieu aujourd'hui. On termine en sport pour parler de la course VTT à Bagofit en présence du promoteur Joseph Lé et d'Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI. Le point focal IAI de Bangofit reçoit l'onction de nombreux ministres. C'est dans en page 2 qu'on peut admirer les prouesses qu'apporte cette course VTT Chantal Biya au village Bangofit. Ainsi va la République ce jour, fidèles téléspectateurs. Allez en kiosque pour vous informer et sur les plateformes numériques pour faire vivre la presse camerounaise. On revient juste après. Des informations fraîches mais surtout bien dosées qui nous donnent la température de notre pays. Après une lecture suivie, il faudrait revenir nécessairement sur ce plateau puisque mes invités sont installés et sont prêts à vous expliquer, à décortiquer ou tout simplement à développer quelques-unes qui ont donc été traitées par nos confrères de la presse écrite. Et on va commencer par vous, Arsène Kolo Milno.
Oui, merci. C'est vrai que comme d'habitude, le Cameroun présente pas mal d'actualités qui peuvent nous intéresser, mais oui. il y a deux particulièrement. Il y a nos frères de Terre Promise, n'est-ce pas, oui. qui parlent, n'est-ce pas, de ce qui sonne aujourd'hui comme le push manqué de 1984, je oui. pense que je ne me trompe pas. Et à cette presse, n'est-ce pas, de nous dire que l'esprit de paix, n'est-ce pas, de M. Biya a œuvré pour que la situation ne s'envenime pas, c'est-à-dire suite à cet événement-là. Mais moi aujourd'hui, oui, c'est connu, le président Biya est plutôt un président de paix, il préfère un soft power plutôt qu'un hard power. Mais les gens qu'il faut également, n'est-ce pas, et peut-être surtout même féliciter, remercier, reconnaître la valeur dans cette paix-là, dans cette situation, ce sont nos frères du Septentrion. Ouais. C'est-à-dire, si vous remarquez au Cameroun, on néglige un peu l'aspect humain, n'est-ce pas, dans le déroulement des votes. On a l'impression que ce sont les lobbies qui nomment les gens, mais je vous assure que la partie du pays qui doit aujourd'hui s'enorgueillir de leur potentiel humain, n'est-ce pas, en termes de pouvoir influencer la vie politique au Cameroun, ce sont nos amis du Septentrion. Mais malgré, on revient bien évidemment sur l'actualité, malgré ce potentiel-là, on a vu ces gens-là se rabaisser, ne pas faire des vagues, parce qu'au Cameroun, on est plutôt champion à faire des vagues sur ce qui n'a pas lieu d'être. Donc il faudrait aussi, en dehors de M. Biya, remercier, féliciter ces populations-là qui n'ont pas, qui se présentent aujourd'hui au Cameroun comme peut-être la population la moins belligérante qui soit. Donc remercier nos frères du Grand Nord par rapport à cette situation-là. Maintenant, rapidement, je prends nos amis de l'activateur, je crois, l'activateur, oui. Qui a deux petites unes là. Il y a d'abord l'huile raffinée qui baisse ses prix. Oui. C'est vrai, mais sauf que le prix donné ici n'est pas encore implémenté au marché parce que le Cameroun, malheureusement, est un pays étonnamment apte à sortir des textes, à sortir des belles paroles, mais le contrôle sur le terrain fait souvent un peu défaut parce que cette huile-là n'est pas encore malheureusement, ces prix ne sont pas malheureusement appliqués dans nos marchés. Donc, c'est une petite parenthèse comme ça. Et je finis avec la phrase « il y avait quoi avant ?» C'est toujours même, dans le même, dans toujours avec nos amis de l'activateur. Il y avait quoi avant? Moi, je ne m'intéresse pas sur le prix du cacao, je m'intéresse à la phrase. Chaque fois qu'on va utiliser cette phrase au Cameroun, je voudrais que les Camerounais sachent que c'est maladroit. Il faudrait faire disparaître cette phrase parce qu'elle n'honore en rien, je dis politiquement, socialement, tout ce qui va avec. Cette phrase doit être bannie, je dis même titrée comme ça, même si on a envie d'utiliser à bon échéant, ça ne donne pas. Donc je me dis qu'il y avait quoi avant, c'est une phrase qui a quand même tendance à booster le tribalisme déjà greffé au sein de la société. Et cette phrase, moi je trouve que elle est maladroite, n'est-ce pas, quand elle se retrouve encore quelque part aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Hassan, on a 3 actualités qui ont été développées. Je ne sais pas comment vous allez faire parce qu'on parle d'un côté de l'huile raffinée. C'est vrai que le prix est désormais 1100 francs. Et d'ailleurs, les marchés groupés vont commencer à partir de demain, organisés par le ministre du Commerce, pour vraiment rendre cela palpable. C'est vrai que les commerçants disent qu'ils veulent d'abord épuiser l'ancien stock. On a cette actualité, on a la fameuse phrase « il y avait quoi avant ?» Et pour terminer avec Terre Promise Hebdo, on a ce rappel mémoire du 6 avril 1984. Libre à vous de choisir l'actualité. Oui, je commence par l'actualité du 6 avril 1984 qui a été évoquée par le journal Terre Promise. Pour dire qu'effectivement, le putsch manqué du 6 avril 1984 a donné un tournant décisif au règne et à la gouvernance du président Paul Biya, parce que je pense que c'est depuis ce temps qu'il est rentré dans une logique, non pas d'amélioration des conditions de vie des Camerounais, mais plutôt de conservation du pouvoir. C'est pourquoi, depuis ce temps, un ensemble de mécanismes sont mis en place pour durer au pouvoir. D'ailleurs, la paix dont on parle avec les anciens putschistes a été effectivement une paix pensée pour ne pas, je veux dire, déranger le pouvoir, pour ne pas déranger ce pouvoir qu'il avait conquis ou bien qu'il avait reçu en 1982 du président Amadou Ahidjo. Donc fondamentalement, je pense que même si l'État arrivé au pouvoir avait l'intention de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, on s'est bien rendu compte qu'après 1984, son règne a pris un autre tournant et que depuis, c'est la conservation du pouvoir qui intéresse
le régime de 1982 et non pas forcément l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Et je viens donc à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais justement pour parler de la question du prix de l'huile sur le marché. Je suis d'accord avec mon précédent copanéliste que ce prix de 1100 francs dont on parle, j'en ai entendu parler il y a de cela 2 ou 3 jours, mais sur le marché, quand vous enquêtez, vous vous rendez compte que ce n'est pas encore le cas. Oui. Effectivement, au Cameroun, on est fort lorsqu'il s'agit de prendre un ensemble de décrets, mais l'applicabilité, effectivement, tarde toujours à venir. Mais j'aimerais même encore dire que la lutte contre la vie chère, puisque cette réduction des prix qu'on clame et qu'on vante rentre dans la volonté justement de lutter contre la vie chère. La lutte contre la vie chère ne se décrète pas. Elle découle logiquement d'une politique économique et commerciale qui fait en sorte que la production locale soit davantage, je veux dire, soit davantage prônée. Parce que tant que nous serons dépendants des importations, il faut savoir que nous ne maîtriserons pas fondamentalement les prix des produits que nous appliquerons à l'intérieur, parce que ces prix dépendront toujours des fluctuations internationales. Vous vous avez rendu compte qu'à un moment ici, là, tout reposait sur la guerre en Ukraine. Le prix de l'huile dépendait de la guerre en Ukraine. Le prix du pain dépendait de la guerre en Ukraine. Mais c'est quand même terrible pour un pays d'Afrique qui est présenté comme l'Afrique en miniature, qui a d'énormes terres fertiles, qui a des hommes qui sont prêts à travailler et surtout qui a une politique. Dans la stratégie nationale de développement, on nous parle justement de l'import-substitution qui voudrait qu'on mette l'accent sur la production locale. Donc en réalité, si on veut véritablement lutter contre la vie chère, il faut premièrement booster la production locale pour qu'effectivement les produits consommés soient ceux de l'intérieur et que les prix fixés dépendent de nous-mêmes. Et puis, lorsqu'on a fixé les prix, il faut bien qu'on mette en branle un ensemble de mécanismes pour se rassurer que les commerçants dans les marchés appliquent ces prix. Et c'est en ce moment justement que ce qu'on appelle les contrôleurs des prix vont entrer en jeu, parce que très souvent les commerçants sont en complicité avec les contrôleurs de prix qui sont souvent corrompus justement pour ne pas appliquer les vrais prix. Par expérience, chacun de nous est déjà arrivé dans un magasin, il a vu un prix à afficher et lorsqu'il a voulu payer, on lui a dit que non, il ne s'agit là que du prix affiché, le prix réel est différent de ce prix à afficher là. Et parfois les contrôleurs de prix se font complices de ces commerçants véreux. Ouais. Donc en réalité, si on veut lutter contre la vie chère, il faut des politiques sérieuses, des politiques beaucoup plus profondes. Donc voilà, de mon point de vue, ce que je peux dire des deux actualités qui ont été évoquées. La troisième, elle parlait de... Vous avez... Cette fameuse phrase, il y avait quoi avant? Bon, mais la phrase, il y avait quoi avant? Vous savez, moi j'ai toujours l'habitude, je fais partie de ceux qui pensent que certes, il faut tirer des leçons du passé, mais il ne faut pas s'accrocher au passé. Aujourd'hui, les Camerounais doivent être appelés à penser à l'avenir. À l'avenir parce qu'effectivement, nous sommes convaincus, et cela ne fait l'ombre d'aucun doute, que le régime actuel est derrière nous, est dans le passé, et qu'il n'a pas pu produire ou bien donner aux Camerounais ce qu'ils attendaient de lui. C'est donc l'avenir, et l'avenir c'est 2025. Que les Camerounais arrêtent des phrases de distraction qui peuvent avoir un fondement. Il y avait quoi avant signifie effectivement que nous regrettons ce qu'il y avait dans le passé, parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte que en plus de 40 ans de règne, le renouveau effectivement nous a fait perdre un ensemble de privilèges tant sur le plan national peut-être qu'international. Est-ce que plus n'a pas été gagné? Parce que ce sera peut-être malhonnête de dire que avant était meilleur, alors qu'aujourd'hui on a beaucoup plus d'avantages, la population également ayant triplé, voire quadruplé, mais on a quand même plusieurs avantages qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que c'est pas malhonnête? J'aimerais bien savoir de quels avantages il s'agit. Il y a bien évidemment des améliorations sur certains points, mais il faut reconnaître qu'il y a des régressions sur plusieurs points. Des sociétés publiques et parapubliques qui ont été privatisées, ainsi de suite. Donc, de plus en plus, les Camerounais ont l'impression que les conditions de vie ne s'améliorent pas, mais se détériorent plutôt. Mais j'aimerais inviter les Camerounais à tirer des leçons pour se préparer pour 2025, parce que c'est dans les urnes que tout doit se jouer. Ce n'est pas forcément dans la presse ou dans les réseaux sociaux. D'accord, merci beaucoup pour cet avis. On va permettre finalement à Claude Nkan aussi d'essayer de patauger soit dans les 3 thèmes ou de choisir son thème selon les différentes thématiques abordées par Hassan Kolom. Oui, je voudrais commencer par la thématique relative au 6 avril.
Oui. 84. Je m'interroge d'abord sur le pourquoi de cette une, de cette titraille aujourd'hui et maintenant. Généralement, on entend parler du 6 avril. Quand on est le 6 avril, parfois on a même oublié qu'il y a eu un 6 avril, il y a eu une tentative de coup d'État et autres. Bon, maintenant, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est pour... c'est une petite campagne qui viserait à calmer nos frères de l'autre côté, qui pourrait, je conjugue bien, avoir une mémoire historique un peu noire. Et mon compagnoniste de droite, je voudrais l'inviter à faire très attention, parce que ce qu'il a dit là pourrait prêter à équivoque, en fait. Lorsqu'il dit que ils sont mieux nantis, c'est par rapport à ça qu'ils sont restés tranquilles. Bon, ça va dans le même sens. Je ne le cite pas forcément. Mais c'est reconnaître leur rôle dans cette paix-là. Ce que je suis en train de dire, vous avez mentionné dans votre propos que ce sont des gens qui sont pris en compte d'une certaine façon. Vous avez parlé... Bon, évidemment, ce que je voudrais... Ils sont bien représentés, mais ils ne font pas les vagues par rapport à leur potentiel de représentativité. Bon, je ne voudrais pas, parce que cela prêterait à équivoque, je ne voudrais pas que ce commentaire-là fasse croire aux gens que il y aurait des privilèges particuliers accordés à ces gens-là. Mais je me dis que... Je me dis que cette une choisie maintenant, il y a une portée tellement politique qu'autre chose. Concernant l'huile raffinée, il faudrait bien qu'on précise les choses. C'est le prix au détail du bidon de 20 litres. De 20 litres. Ce n'est pas le prix du litre que nous allons acheter généralement à 1500, on a dit le prix du bidon de 20 litres qui est à 20 000, mais également celui du litre qui devient Madame Moblé, c'est écrit là-bas le prix au détail du bidon de 20 litres. Mais ce que nous achetons sur le détail, non? Non, attention. Et il y a les bidons qui viennent là, qu'on vend, on appelle généralement, je ne sais pas si c'est le vent. Non, c'est pas lui. On a dit l'huile raffinée au maillot, de maillot, donc c'est le maillot. Ce que je voudrais dire ici, c'est que je pense que les choses n'ont pas été tellement clarifiées, spécifiées là-dedans. Ce qui fait que les commerçants, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est est-ce que les commerçants nous disent quand vous allez là-bas, ils vous disent, bon, quand je prends 20 litres de maillot, là, je peux détailler et tout, mais cette bouteille d'huile que tu veux à 1800, vraiment, ce n'est pas à 1100 francs, je crois, ce n'est pas 1100 francs, c'est 1500 ou 1800, je ne sais plus trop quoi. Donc, 1500, voilà. Dans cette communication-là, il faudrait que le ministère soit un peu plus précis et un peu plus regardant. Parce que lorsque les choses ne sont pas très bien précisées, chacun fait comme il veut. Je vais terminer avec la fameuse phrase « et avec quoi avant ?» Nous n'avons pas demandé cette phrase. Hein. Elle est venue nous trouver et puis maintenant chacun la manipule comme il veut. C'est le français. Ce n'est que de bonne guerre en politique lorsqu'on utilise cela, même si aujourd'hui on se rend compte que cette phrase est utilisée pour essayer de redorer le blason de notre État, mais toujours est-il qu'elle reste elle reste une page noire pour cette année 2024 qui vient à peine de commencer. D'accord, oui, oui. Je voudrais apporter ici un démenti, n'est-ce pas, sur la façon qu'a compris mes propos par mon frère ici. Ce que je dis, c'est que sur la paix, n'est-ce pas, après le push de 84, il faut reconnaître l'esprit de paix de ce peuple du septentrion. C'est pas parce qu'ils ont des postes ou ceci, non, mais il faut reconnaître que ces gens-là n'ont pas fait des vagues, contrairement à ce qu'on a souvent vu les Camerounais faire lorsqu'il y a une petite thématique qui concerne, par exemple, une tribu précise. Nos frères du Grand Nord sont restés focus dans leurs objectifs. D'accord, mais merci. On a été rejoint sur ce plateau par Melkia de Sourou qui nous prend de pied et peut-être va se plonger immédiatement pour nous parler de, pourquoi pas, de l'huile Mayor qui est supposée être 1500 selon donc le communiqué, 1100 francs selon le communiqué, mais qui n'a pas bougé, qui joue le gendarme finalement. Dans tous les cas, bienvenue d'abord. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à mes co-panélistes, bonjour et toutes mes excuses pour le léger retard dû à un cas de force majeure. Et je suis là. D'accord. Alors, concernant l'huile, je crois que le point de vue de mon frère d'en face, j'ai cru comprendre de la même façon le communiqué qui a été diffusé. Oui. Parce que si vous prenez par exemple les huiles que nous utilisons pour les moteurs des voitures, il y en a dans des fûts
qu'on vous vend au détail. Là, le prix est très abordable. Mais il y en a des bidons qui sont scellés. Il y a des bidons de 1 litre de Mayor scellés. Et je ne crois pas que ce soit ces bidons-là que le ministre signale vendre à 1100 francs. Donc, en tout cas, on verra sur le terrain ce qui va être fait exactement. Et d'accord, peut-être je vais un peu relire pour que, avant de passer à autre chose, il faudrait que je relise un tout petit peu. On parle, selon le communiqué du ministre du Commerce rendu public en semaine dernière, c'est avec le journal L'Activateur, le prix au détail du bidon de 20 litres de l'huile extra raffinée Mayor est désormais à 22 000 francs CFA, soit 1100 francs le litre. Donc, moi je sais que 1100 francs le litre, puis on parle du Mayor, et on sait que le litre de Mayor, bon, dans tous les cas, on va voir. Oui. Si vous ne prenez pas en compte l'aspect détail, le prix au détail, parce que le prix du gros du bidon là, mais lorsqu'on le détaille, c'est pourquoi on dit soit 1100 francs le litre. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des bidons de 20 litres. Oui. Vous comprenez? Qu'on peut détailler. Et lorsqu'on les détaille, là, on vend à 1100 francs. Ça veut dire que ce n'est pas dans la même huile, c'est l'huile. Effectivement. Parce que les bouteilles de 1 litre, on connaît tous. Effectivement. D'ailleurs, ça veut dire que cette autre huile, c'est une huile qui a encore été extrait davantage, qui a été travaillée davantage, qui n'a plus trop les nutriments nécessaires. Le respect des prix donnés. La question n'est pas... Non, il faut d'abord que l'on comprenne ce qui est dit. Nous-mêmes, on va aller au marché. Dans tous les cas, le journal nous présente, dans tous les cas, le journal nous présente le Mayor que nous on connaît qui coûtait 1500 en images et qui devrait coûter 1100 francs. Dans tous les cas, on aura d'amples informations et peut-être on va revenir sur l'actualité. Nous allons sortir de cette actualité, pourquoi pas pour vous permettre à Hassan de faire le choix de votre une. Oui, bien évidemment, la une qui m'intéresse ce matin, c'est, je crois, Médias d'Afrique, qui parle du Sénégal, Diomaye Faye président. Oui, mais je parle du Sénégal pas pour me limiter au Sénégal, mais c'est surtout parce que le Sénégal, aujourd'hui, je crois que les Sénégalais sont en train de vivre les rêves des Camerounais. Et les rêves des Camerounais sur au moins 2 ou 3 aspects. Le premier aspect, c'est la manière dont le jeu démocratique se passe au Sénégal. On a des institutions fortes. Rappelez-vous que quelques mois avant les élections présidentielles, le président Macky Sall a voulu prendre un acte pour, je veux dire, reporter la date des élections et que le Conseil constitutionnel, justement, l'a rappelé à l'ordre. Est-ce qu'au Cameroun, on peut assister à l'heure actuelle, dans la configuration du régime actuel, est-ce que le Conseil constitutionnel peut se montrer capable d'une telle prise de décision? Je ne pense pas, et étant donné que quand on voit la constitution du Conseil constitutionnel, on se rend bien compte que ceux qui sont là actuellement sont effectivement nommés pour servir qui de droit. Maintenant, la deuxième chose, effectivement, c'est la participation du peuple aux élections. Vous savez, le PCN s'est inscrit et est porté par une dynamique qui a un fondement. Depuis longtemps, l'honorable Cabral Libi, qui est aujourd'hui le président national du PCN, avant même qu'il je veux dire qu'il n'entre véritablement en politique politicienne, il avait un leitmotiv, c'était l'éducation politique et citoyenne des Camerounais, c'était les amener à participer de manière active aux élections, je veux dire aux élections, notamment par une inscription massive aux élections, sur les listes électorales, par le vote massif et le contrôle de ce vote-là. Et au Sénégal, ce qui se passe actuellement, c'est le triomphe du peuple. Le triomphe d'un peuple qui est éveillé, qui ne se limite pas bien évidemment aux réseaux sociaux, le triomphe d'un peuple qui est avant-gardiste et avec qui on ne peut pas jouer. Parce que, rassurez-vous, Macky Sall avait aussi des velléités de durer au pouvoir. Il avait aussi une certaine volonté de durer au pouvoir. Mais ce sont à la fois les institutions et le peuple qui ont fait en sorte qu'il ne puisse pas s'éterniser
au pouvoir. Donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre du Sénégal, c'est que tant que le peuple est éveillé, quand le peuple prend ses responsabilités, c'est effectivement le triomphe de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie réelle sans un peuple éveillé. C'est pourquoi, depuis longtemps, nous nous adressons au peuple camerounais. C'est la raison pour laquelle nous, presque tous les week-ends, nous sommes dans les rues de Yaoundé, soit pour le maillage territorial, soit pour inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, parce que nous savons que sans un peuple fort et éveillé, rien n'est possible. Il n'y a pas de changement qui soit possible. Maintenant, la dernière leçon qu'on peut tirer du Sénégal, c'est effectivement que lorsque des gens ont travaillé pendant longtemps avec abnégation, ils arrivent toujours au résultat escompté. Diomaye Faye et Sonko ne sont pas arrivés au pouvoir avec une certaine facilité. Nous sommes tous d'accord qu'ils ont même fait la prison. Nous sommes tous d'accord que le régime qu'ils combattaient leur a mis les bâtons dans les roues, mais qu'ils n'ont pas reculé devant l'adversité. En fait, la leçon qu'il faut donc tirer, c'est que chaque fois que vous faites face à l'adversité, à des manœuvres d'un régime pour vous mettre les bâtons dans les roues, vous avez plutôt intérêt à rester fort et solide en sachant qu'effectivement vos objectifs seront atteints. D'accord, on comprend que Hassan ici sur le plateau a PCR-nétisé les élections au Sénégal. Bien évidemment. On a compris le chemin. Mais on va revenir. On va revenir parce que on va quand même dire que c'est une élection qui a créé beaucoup d'émotions au sein de la communauté internationale, mais surtout au Cameroun, et tout le monde en parlait, et même beaucoup de personnes ont tout fait de dire que le Sénégal parle au Cameroun, mais on a quand même le quotidien qui est venu hier dire que le Sénégal ne parle pas au Cameroun. Finalement, vous vous tenez sur quel bout? Est-ce qu'il y a des choses positives à tirer, Arsène Kolo, du Sénégal, de la situation du Sénégal aujourd'hui, ou alors rien, ça ne parle pas au Cameroun, il ne faudrait pas qu'on se mélange. Le Cameroun est un pays qui a une politique tournée vers l'idéal, on va le redire ici. Donc ce qui fait qu'on s'intéresse particulièrement, et à raison, à ce qui se passe ailleurs. Ça c'est déjà naturel à notre système, à notre politique extérieure. Donc ce qui fait que lorsqu'il y a élection en Afrique, surtout en Afrique d'ailleurs, hein, parce que c'est un problème de contexte, on s'intéresse particulièrement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que dans d'autres élections, on peut finir par une guerre. Dans d'autres encore, par le triomphe. Un peu comme au Sénégal aujourd'hui, comme on a envie de dire. Donc on doit s'intéresser à ces autres pays-là quand ils gèrent, n'est-ce pas, les affaires de leur cité. Mais je refuse quand même de... Je refuse de dire que on prend des leçons du Sénégal. Non. Non, on prend pas. On peut tricher certaines choses, c'est vice-versa, on peut tricher certaines choses. C'est-à-dire, on peut se dire... Moi j'ai envie de souligner ici le deuxième pan de mon frère en face, c'est le côté du peuple. Le reste, en fait, à mon sens, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas à notre niveau. La gestion des institutions, ce sont les gros Français que généralement les Camerounais de la rue ne comprennent pas. Ce qu'il faut expliquer aux Camerounais, c'est que dans un vote, la voix d'un villageois, permettez-moi l'expression, hein, c'est pour essayer de dire dans zone retirée, la voix d'un villageois au fin fond du Nkoumadiapo Sud Cameroun, ça c'est mon village, hein, je sais pas, compte, est la même voix que M. Biya en termes de vote. La même voix qu'un ministre. Un ministre n'a pas 10 voix, non, on dit c'est un vote. Comme moi, comme un villageois. Et le vote de chacun compte. Et le vote de chacun est équivalent à l'autre en fait. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que si on doit tricher quelque chose au Sénégal aujourd'hui, c'est la participation aux élections. La participation parce que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, j'ai un problème avec Facebook, parce que là-bas c'est un peu la racaille. Tout le monde peut diriger le Cameroun, tout le monde donne des solutions, mais après on ne vote pas. Mais les gens ne votent, les Camerounais ne votent pas. Les Camerounais ne votent pas, comme je vous dis là. Les histoires que vous entendez là, les 7 millions, les 6, parfois, 7 millions d'inscrits, c'est déjà très petit pour un pays qui parle il y a 28 millions d'habitants. Je crois que je me trompe un peu plus, un peu moins. Donc vous voyez qu'on ne vote pas, on attend critiquer, on attend dire que tel président a dérangé, telle opposition a fait ceci, surtout qu'on insulte l'opposition parce que, on insulte les gens parce qu'on ne partage pas leurs idéologies politiques. C'est comme ça que les Camerounais, ils ne savent pas qu'ils peuvent même, on appelle vote sanction, ils peuvent sanctionner
selon qu'il s'agit d'un bon ou d'un mauvais dirigeant. Ils peuvent décider, par exemple, d'enlever M. Biya s'il travaille mal. Ils peuvent décider de reconduire M. Biya s'il se représente. Ils peuvent décider de lire M. Kabalibi, le professeur Maurice Kamto, tous ces gens-là. Donc, j'ai dit, il faudrait que les Camerounais sachent, et c'est à ce niveau-là qui concerne le peuple, que chaque Camerounais peut décider du sort de ce pays. Les océans et les mers ne sont que des innombrables gouttes d'eau, à ton coutume de dire. D'accord, merci beaucoup pour votre point de vue. On va vous permettre, Claude Ngan, on reste au Sénégal. Quelle est l'appréciation que vous faites de ces élections au Sénégal et même de l'homme Bassirou Diomaye Faye? Je m'inscris d'abord en faux contre quiconque dit que le Cameroun n'a rien à apprendre du Sénégal. On a ce faux orgueil dont on se targue souvent, c'est le continent. On n'a pas de leçon à apprendre de quelqu'un maintenant. C'est une très grande aberration que d'affirmer une telle chose. Je crois que au-delà du vote sanction, de tout ce que vient de dire mon co-panéliste, je pense qu'il y a l'abnégation de Faye et de... Comment il s'appelle celui? Sonko. C'est-à-dire que c'est un modèle d'abnégation et de résignation. C'est-à-dire ils ont persisté. S'ils n'avaient pas été aussi engagés, aussi combatifs, pour les gens qui ont fait la prison, bien sûr. Je suis en train de parler, je vous ai écouté religieusement. D'accord, on vous écoute. Oui. Merci. Oui, parce qu'il faut quand même aussi. Ces deux personnes sont des modèles d'abnégation qu'on voudrait retrouver ici chez nous. On a beaucoup à apprendre. Et maintenant, concernant le vote, je suis tout à fait d'accord. Abraham dit quand on était tout petit, on disait que pour lui, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sauf que parfois, on a le pouvoir par le peuple, mais parfois, on ne travaille pas pour le peuple. C'est là où c'est à ce niveau que j'invite les Camerounais à s'inscrire massivement pour chercher quelqu'un qui pourra cette fois-ci travailler pour le peuple et par le peuple. D'accord. Je ne voudrais pas aller loin, mais est-ce que si en prenant même cette définition d'Abraham Lincoln, est-ce qu'on reste, on va dire que la démocratie est pratiquée au Cameroun ou même dans un quelconque pays? Parce que si c'est le peuple qui doit décider, ça veut dire que toute solution qui devra sortir, il faudrait qu'il y ait un rassemblement du peuple et que la majorité puisse gagner. Je crois que c'est ça. Mais on va sortir, on parle du Sénégal. Quel est votre avis? Oui, je voudrais embrayer sur ce que vous avez dit. Oui. Moi, je compare généralement la démocratie au football. Oui. Le football a ses règles. Mais le football joué par les Camerounais n'est pas, en termes d'identité, n'est pas le même que ce qui est fait par l'équipe de France, encore moins par l'équipe d'Espagne. On sait que l'équipe d'Espagne, ils vont garder le ballon, ils vont jouer en proposant un très joli jeu. D'accord? Mais ça reste du football. La démocratie, nous avons forcément, dans cette construction, à apprendre de ceux qui réussissent. L'exemple sénégalais ne peut ne pas être un exemple pour le Cameroun. Je ne veux pas dire qu'on substitue le Sénégal au Cameroun comme le font certaines personnes qui croient que, bon, comme on a élu un président de 40 ans au Sénégal, on devra également élire un président mais notre président est allé au pouvoir, il est aussi jeune. Mais ce que je veux dire tout simplement, oui. Si la démocratie telle qu'elle est pratiquée chez nous permet à tout le monde d'avoir les mêmes chances, comme ce que décrivait tout à l'heure Hassen, tout le monde sera d'accord. Tout le monde sera d'accord de savoir que ça fonctionne bien. Mais si on a des choses à tricher au Sénégal, il n'y a pas que cette élection que nous avons à tricher au Sénégal. Il y a beaucoup d'autres choses que nous avons à copier chez nos voisins sénégalais. Donc, malheureusement, les contextes étant différents, les Camerounais finissent par rejoindre cette malheureuse phrase qui dit que le Cameroun c'est le Cameroun et puis on n'a pas quelque chose à prendre chez les autres. Non, je ne partage pas ce point de vue. Donc pour moi, s'il y a une leçon à tirer également de cette élection, cette leçon sera peut-être à l'avantage des amis du PCRN. Parce que quoi qu'on dise... En tout cas, nous a imposé une lecture de la chose. Non, quoi qu'on dise, c'est... Je ne sais pas si on en fait la même lecture. La stimulation des jeunes à s'intéresser à la chose politique
aura pris un tournant au capital, sauf mauvaise foi, avec l'avènement de Cabral en politique. Oui, depuis 2018. Oui, bien sûr. Les autres ont continué par inciter. Aujourd'hui, on voit beaucoup de partis politiques travailler à l'inscription sur les listes électorales. Et ce n'est que par ça, peut-être, que ce jeu peut servir à quelque chose. Si les gens s'inscrivent et peuvent exprimer une volonté à travers leur vote, les choses vont bouger, les choses peuvent aller dans le bon sens. D'accord. Les choses pourraient aller dans le bon sens, les choses vont aller dans le bon sens. En tout cas, chacun a son avis sur ce plateau. On va choisir, on va sortir de cette une pour vous permettre de faire le choix de votre une. Ceux qui s'intéressent, non, ceux qui intriguent là sur la mort de Paul Biya n'ont-ils plus rien à faire dans leur vie? Titre la primeur de l'info. Nous nous souvenons que, oui. je crois que c'était en 2004, je vous donne rendez-vous dans 20 ans, pour ceux qui s'intéressent à, dans une vingtaine d'années pour être plus précis, pour ceux qui s'intéressent à mes funérailles. Bon, une vingtaine d'années, pas 20 ans, mais sauf qu'il y a une qui circule, une ancienne, une dont je ne maîtrise plus le nom, qui parle de 20 ans exactement. Je crois que c'est autour de cela, c'est ce qui a suscité la publication d'un tel titre. Mais... oui. Qu'on le veuille ou pas, c'est pas nous qui donnons le souffle de vie au président Paul Biya. Oui. C'est-à-dire, il peut encore être là jusqu'en 2025 et décider même de se représenter. C'est légitime, c'est de son droit. Oui. Donc, on ne peut pas prier pour que quelqu'un s'en aille. On peut juste essayer d'aller voter. Et je crois que si c'est Paul Biya qui nous dérange tant à travers les votes, si les autres font bien leur travail aussi, à savoir le Conseil constitutionnel et autres, je crois qu'on pourra ne plus avoir Paul Biya, avoir une autre personne. D'accord, merci pour cette une. Il faudrait dire que justement ce sont les urnes qui parlent et qui permettent à tout le monde, à chacun, de faire son choix. Donc nul besoin de souhaiter la mort d'un tiers, même si cette personne, on estime que cette personne n'est pas bonne. Ou alors, parce qu'on a vu aussi cet acharnement tout récemment de la part des Camerounais, comme Arsène disait, chacun derrière son téléphone peut se mettre à insulter un aîné parce que, bon, disons que cette personne est déjà âgée et puis continue de gouverner. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire le distinguo et refonder un tout petit peu la mentalité des Camerounais, à savoir quelles sont les limites à ne pas franchir, même si on veut parler de nos autorités, peu importe les failles? Bien sûr, il faut dire que c'est quand même l'expression d'une faiblesse, oui. D'une paresse même, contre lesquelles nous au PCN nous luttons, que de s'intéresser ou bien que de souhaiter la mort de quelqu'un, même s'il s'agit de votre adversaire politique. Parce que nous appelons les Camerounais à s'engager en politique, à travailler sur le terrain, à aller voter, à contrôler le vote pour qu'il y ait le changement. Nous n'appelons pas les Camerounais à souhaiter la mort du chef de l'État actuel. Parce que justement, souhaiter la mort du chef de l'État actuel signifie que nous sommes résignés et que nous espérons comme seule possibilité de changement la mort de quelqu'un. Mais ce n'est pas sérieux ça. Quand tout le monde peut décider de changer la chose. Ça veut dire que nous sommes là inscrits dans une logique de démission. Nous avons complètement démissionné et nous disons que... Et d'ailleurs, quand vous entendez les Camerounais parler aujourd'hui dans les rues, c'est pour ça que moi, chaque fois que je discute avec les Camerounais, je les amène à comprendre le pouvoir qu'ils ont. Leur capacité à faire changer les choses. Parce qu'il y a une chose, peut-être, je ne sais pas si tout le monde va partager mon idée, mais je suis convaincu que la plupart des Camerounais sont pour le changement. Un changement de régime, un changement de système, une alternance, une transition. Mais malheureusement, quand vous discutez en profondeur avec la plupart des Camerounais, vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas que ce changement viendra d'eux. Les gens attendent que ce soit Cabral Libi qui fasse changer les choses, que ce soit Maurice Kamto qui fasse changer les choses, que ce soit telle personne qui fasse changer les choses, alors qu'en réalité, le changement concerne chacun de nous. Oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons pensé que si jamais en 2025, il y avait changement à la tête de l'État, on devrait passer par une période de ce que nous avons appelé une période de transition, à travers laquelle chaque citoyen camerounais, peu importe où il se trouve, peut contribuer justement à des réformes qui pourront permettre de remettre sur les rails le train camerounais. Donc fondamentalement, moi je suis toujours gêné lorsque je vois des gens parler de la mort du chef de l'État comme moyen essentiel ou moyen exclusif de changement au Cameroun. C'est de la paresse, c'est de la faiblesse, c'est même, de mon point de vue, c'est même quelque peu répugnant parce que
Je souhaiterais même, mon grand regret serait même que le président Paul Biya actuel ne soit pas là pour voir comment les choses vont changer après lui. Donc il faut qu'il soit vivant, je prie pour qu'il soit vivant longtemps, pour voir comment les choses changeront après lui, et si possible même, pourquoi pas. C'est un Camerounais qui a servi le Cameroun pendant longtemps et qui peut, peut-être, à un certain moment, être consulté pour certaines choses, s'il peut contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que celui qui sera là plus tard puisse mieux gérer le Cameroun, ce serait toujours une bonne chose. Donc sa mort ne doit pas être ici prise comme un moyen de changement, non. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter. D'accord. Merci beaucoup, Arsène Konan. On va également prendre votre avis parce que on a également les Saintes Écritures qui nous informent que l'âge, je vais dire la vieillesse, c'est l'âge de la sagesse. En même temps aussi, on doit prier pour nos autorités. Lorsqu'on parle de prière, ça veut dire une position qui voudrait davantage garder en vie, chérir et tout cela, respecter même les autorités. Mais lorsqu'on a des personnes qui aujourd'hui peuvent souhaiter la mort, donc sont des meurtriers ambulants, des probables meurtriers, est-ce qu'on devrait encourager cela? Non, non, pas du tout, pas du tout. Et lorsque vous souhaitez la mort de quelqu'un, ça peut vouloir dire que si vous avez la possibilité de tuer cette personne-là, vous allez passer à l'acte. Parce que vous voulez, oui, voilà, et vous avez parlé justement de l'approche biblique, et vous avez péché à en penser. Oui, vous avez péché à en penser, vous étiez un meurtrier une fois. Et vous manquez l'action. Donc je dis, nous avons déjà parlé de ça ici, heureusement que nous sommes les habitués du plateau, c'est qu'il faudrait que les Camerounais savent les limites entre la critique et l'esprit, je ne sais pas si j'ai envie de patriotique, mais l'esprit patriotique, c'est-à-dire le respect de l'intégrité du pays, quoi. Oui. J'avais déjà pris cet exemple ici. Lorsque vous voyez un Français qui critique farouchement le régime, il y a une approche scientifique qui est toujours reconnue. Monsieur Macron a fait ceci parce que ceci. Les stats arrivent, les exemples arrivent. Il n'y a pas d'insultes. Et ils sont même plus libéraux, hein, ça veut dire qu'ils peuvent même insulter, on peut les comprendre. Mais chez eux, on sent quand même certain respect là. Ce qui veut dire que le politique peut faucher, mais la France doit rester. Mais les Camerounais, généralement, il y a les Camerounais qui supportent d'autres pays. Quand le Camerounais, je compte, c'est comme ça. Oui. Les Camerounais, certains Camerounais se comportent aujourd'hui de façon à appeler, à instaurer à partir de la maternelle, c'est-à-dire une nouvelle façon d'enseigner même le patriotisme au Cameroun. Ce qui veut dire que si vous voulez que votre président meure et que vous êtes en train de lui dire au quartier, non, mais est-ce que monsieur Biya ne peut même pas mourir autre? C'est pas bien parce que moi je suis un bon petit, et contrairement à, je n'ai rien contre la religion, hein, mais contrairement à certains dogmes véhiculés par la religion, moi j'ai toujours dit que la meilleure prière chez nous autres, Camerounais particulièrement petits, c'est le respect des aînés. Oui. C'est-à-dire que moi quand un aîné me dit merci, tu m'as fait une bonne action, je préfère ça que d'aller m'asseoir 2 heures à l'église. Ça, très honnêtement. Donc, en dehors du fait que M. Biya soit président de la République, c'est un papa, c'est un grand-papa, c'est notre grand-papa. C'est quelqu'un qui, en dehors de son statut, vous pouvez vous retrouver en train de causer peut-être un bon ou ceci comme ça. Vous allez dire, mais grand-père, vous n'allez pas parler de la politique. Mais si vous dites, grand-père, je voudrais que vous mourrez, ça ne donne plus. Donc, je dis que les Camerounais devraient apprendre, n'est-ce pas, devraient cultiver un peu, développer la différence, n'est-ce pas, entre être fâché, vouloir un certain changement et porter atteinte à l'intégrité du pays. Parce que la plupart des paroles ne critiquent pas le pays. Moi, je suis fier de voir un opposant, permettez-moi d'être plus direct avec vous, mais un opposant qui, depuis là, vous sort son speech avec les mots. Il est scientifique, il vous dit qu'au PCRN, non, on va préférer ceci. Monsieur Biya vraiment n'a pas fait ceci sans insulte. Parce que nous, ici, nous sommes peut-être moins cultivés, mais nous, on a vu des débats du dimanche ou du week-end même, c'est dimanche qui passe un peu, où il y a des grandes personnalités de l'État qui s'insultent.
Oui, de l'opposition. Ce n'est pas un problème de jeunesse, ce n'est pas un problème de la racaille, comme j'ai envie de souvent l'imputer à nos amis de Facebook. Non, ça commence à partir de nos aînés. D'accord. Donc, il faudrait essayer de changer la donne. Il faut changer la donne. On va prendre votre avis et directement entrer dans votre une. À mon avis sur la question est claire. C'est plutôt de la lâcheté que de vouloir que quelqu'un décède pour qu'on puisse crier au triomphe. Donc vraiment, je n'ai pas autre chose à ajouter là-dessus. Alors pour ma une, je me suis arrêté à la une de Eco-Santé. Oui. Eco-Santé qui présente les directeurs des hôpitaux. Oui, c'est pas ce qui m'intéresse. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est la petite fenêtre du bas. C'est l'ONMC, l'Ordre national des médecins du Cameroun, qui sonne l'alerte sur l'avenir des médecins qui sont formés. Oui. Je voudrais faire un petit récapitulatif pour dire que nous avons à travers le Cameroun à ce jour environ une dizaine de facultés de médecine. Oui. Et la plus connue reste le CUS, que tout le monde connaît, qui depuis un moment n'intègre plus directement les diplômés. Maintenant, les autres facultés, la plupart du temps privées, également ne sont pas intégrées. Et il se retrouve que beaucoup de médecins sortent et ils sont... Il faut faire le concours une fois sorti. Oui, il y a des recrutements qui s'organisent. Oui. Mais ces recrutements qui recrutent très peu de médecins. Aujourd'hui, si nous partons sur le ratio de l'OMS, sur le nombre d'habitants par médecin, nous sommes très très loin du compte. Mais vous vous demandez comment est-ce que nous avons des techniciens qui sont formés, dont l'État a besoin, mais qui ne sont pas recrutés. Ça n'est pas ce qui m'intrigue le plus dans l'affaire. Mais vous trouverez que les Camerounais ou des politiques s'offusquaient du fait de l'expatriation de ces jeunes. C'est incroyable. Si vous ne proposez rien à un jeune ici qui est diplômé, qui est formé et qui est obligé parfois d'aller... je suis du corps de la santé. Je forme dans la santé depuis 2011. Je suis enseignant à l'Université des Montagnes, où j'ai vu des promotions et des promotions de médecins sortis. Si l'État ne prend garde et ne s'occupe de façon particulière de cette filière qui est très sensible, on ne peut pas parler de développement sans santé ou de santé sans développement. C'est deux notions qui sont comme des chaînons, ils se tiennent. Elles se tiennent plutôt. Donc je suggère au pouvoir public de se pencher sur les résolutions que l'Ordre national des médecins du Cameroun prendra pour pouvoir limiter la fuite des cerveaux. Oui, pour pouvoir limiter la fuite. D'accord. C'est important cette thématique d'autant plus que ces médecins s'occupent de nos vies. Un médecin qui est maltraité forcément va manifester de la négligence, tout simplement ne sera pas à son poste de travail parce qu'occupé ailleurs où il aura certainement un peu plus d'argent et donc on aura davantage de scandales dans nos hôpitaux et puis on va mettre cela sur le dos des médecins qui ont démissionné. Pourtant, il y a un autre problème de fond. Aujourd'hui, on a des médecins formés, mais on n'atteint pas le ratio d'un médecin pour 10 personnes et puis on a cessé d'intégrer. Donc c'est tellement compliqué. En plus, le salaire qui reste encore à 210 000, je crois, et plus les privilèges. Est-ce qu'un médecin aujourd'hui qui a passé plus de 7 ans à l'école, qui s'occupe des vies, devrait rester dans cette catégorie ou devrait être aussi orphelin de la sorte, selon vous? Je vais commencer avec vous. Bon, c'est vrai que je ne vais pas me lancer dans les histoires de fonction publique ou de salaire. Franchement, on a souvent eu à parler de ces problèmes-là. Oui. Personne n'est satisfait au Cameroun. Personne ne devrait l'être au vu de ce que les gens gagnent. J'avais sorti
J'avais à publier sur ma page Facebook et c'est un article que je commence à écrire. C'est les 10 domaines utiles, n'est-ce pas, rendus inutiles au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des domaines au Cameroun qui devraient normalement susciter beaucoup plus d'intérêt parce que ça dépend du futur de toute la République, mais ça dit qu'on prend avec une certaine négligence. Et parmi, il y avait justement ces médecins-là formés. Oui. Parce que, voyez-vous, lorsque vous arrivez à l'hôpital, n'est-ce pas, c'est comme dans tous les corps, quand vous rentrez chez vous, fatigué ici, à la maison, vous ne faites presque, vous êtes un peu plus sur les nerfs autres, mais imaginez-vous que c'est un médecin qui a ce genre de comportement alors que vous avez une maladie délicate. Il y a ce qu'on opère, on sent tout ce que c'est la cata. Donc, il ne veut vraiment pas tirer, il faudrait, sans être spécialiste, heureusement qu'il y a les spécialistes en face des questions, il faudrait juste que l'État, n'est-ce pas, canalise ces domaines-là, ces domaines, la santé. J'ai même mis le transport dedans. Il faut croire qu'il y a un peu trop d'inconscients qui doivent nous porter chaque jour parce qu'il n'y a pas un certain recyclage éthique même de la chose. Donc, il faudrait que l'État aide ces diplômes-là, n'est-ce pas, à trouver leur compte au sein de la société pour que les Camerounais trouvent une bien meilleure santé. D'accord. En regard du PCRN, de la situation des médecins actuellement qui laisse à désirer, j'écoutais encore aujourd'hui une plainte d'une femme du côté de Bamenda qui est arrivée dans un hôpital, c'était le week-end. Elle était enceinte des triplés, donc elle devait accoucher. Elle est arrivée, il n'y avait pas de médecin sur le coup pour prendre soin d'elle. Lundi est arrivé, il n'y avait toujours pas de médecin. Pourtant, elle avait déjà perdu ses os. En arrivant à l'hôpital, elle avait déjà perdu les os. Ce qui fait que c'est mercredi qu'on finit, parce qu'elle avait déjà une montée de fièvre, qu'on décide d'opérer la femme et on se rend compte que 2 des enfants sont morts et 1 est sous assistance respiratoire. Comment qualifier ce genre de phénomène lorsqu'on a des médecins? Est-ce qu'on va pointer du doigt ces médecins qui déjà font déjà les mains et les pieds pour pouvoir s'en sortir et valoriser la vie humaine? Vous savez, moi je suis d'un village, d'un arrondissement qu'on appelle Massangam, qui a un hôpital de district et qui a des centres de santé intégrés où parfois il n'y a pas de personnel. Ou parfois, c'est le chef de district qui est obligé de former dans le tas quelques jeunes qu'il va affecter lui-même dans des districts de santé. Celui qui est du domaine de la santé sait très bien de quoi je parle. Parfois, dans un hôpital de district, vous avez 2 médecins. C'est-à-dire que vous avez le directeur de l'hôpital et un autre médecin qui est affecté. Vous avez peut-être un infirmier et 2 aides-soignants. Il y a justement, la situation est justement alarmante parce qu'il y a une insuffisance criarde du personnel soignant dans les hôpitaux du Cameroun. Oui. Et donc fondamentalement, on ne peut pas comprendre pourquoi des gens sont formés mais ne sont pas recrutés. Mais la situation est surtout alarmante parce que des Camerounais payent pendant plusieurs années de grandes sommes pour être formés. Nous nous intéressons beaucoup plus aux facultés publiques. Oui. Où la pension coûte 50 000 francs par an. Mais à l'université de Montagne, où il est enseignant, il sait que c'est parfois le million qu'il faut débourser par an. C'est plus du million qu'il faut débourser par an pour être formé. Même au public, il y a les documents qu'il faut acheter qui ne coûtent pas. La formation est suffisamment coûteuse pour qu'à la fin, un médecin, un pharmacien, un dentiste, parce qu'il y a 3 filières justement, la pharmacie, la médecine générale et l'odontostomatologie, ne soit pas recruté et ne soit pas payé à la hauteur de la formation qu'il a reçue. Moi, je connais effectivement des jeunes médecins, des jeunes pharmaciens, des jeunes dentistes qui aujourd'hui sont formés et qui chaque année essayent le concours d'intégration et qui ne réussissent pas. Mais pourquoi les gens sont tant attirés par le concours d'intégration à la fonction publique? C'est parce que parfois, le secteur privé aussi, qui devrait recruter un grand nombre, n'offre pas des conditions adéquates de travail, de salaire, ainsi de suite. Mais je veux vous dire qu'il y a des médecins qui, dans des centres de santé privés, ont 50 000 francs le mois. Il sait que je ne suis pas en train de mentir. Et parfois, ils accumulent même des arrêts de salaire. Mais comment quelqu'un peut payer près de 10, 12 millions, 13 millions pour se faire former et être payé 50 000 francs le mois? Cela signifie qu'en réalité, si on veut résoudre le problème, il est clair que dans aucun pays, la fonction publique ne peut employer
tous les Camerounais. Nous on a été heureux lorsqu'effectivement nous sommes rendus compte que l'État avait pris sur lui de former les médecins, non pas en fonction des besoins de la fonction publique, mais en fonction des capacités d'accueil des structures de formation. C'était une bonne chose, c'est une chose à féliciter. Mais maintenant, il n'y a pas un service après-vente qui devrait permettre de garantir un emploi à ceux qui sont formés. Donc, il faut que le secteur privé soit davantage renforcé, que le travail dans le secteur privé soit un travail de qualité, que les conditions salariales soient améliorées. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des médecins, mais les infirmiers font face au même problème. Les enseignants qui sortent des ENIEJ font également face au même problème. Aujourd'hui encore, les écoles normales, je vais finir par là s'il vous plaît, les écoles normales sont transformées aujourd'hui en faculté de médecine et en école des infirmiers, parce qu'aujourd'hui on lance le concours de l'école normale, n'est plus un concours direct, on les recrute sur études de dossiers pour qu'ils soient formés comme des auditeurs libres et qu'à la fin ils se cherchent. D'accord. On a un véritable problème parce que même ceux-là qui sont formés et qui sont donc affectés, généralement dans des petites localités, comme vous vous rendez compte qu'aujourd'hui dans des localités il n'y a pas de médecins, c'est justement parce qu'ils sont affectés, ils n'ont pas encore, le rappel n'est pas encore sorti, il faut aller dans cette localité, il faut se loger, il faut s'adapter, et lorsqu'on n'a pas de salaire, forcément on se retrouve en train de rester dans les agglomérations ou tout simplement dans les grandes villes, ou alors de sortir du pays. Quelle est la solution selon vous? Claudia, j'aimerais d'abord faire un commentaire avant de proposer une solution. Oui, en quelques minutes. Oui, je crois que comme il a dit, moi qui suis professeur des ENIEJ, c'est ce qu'on vit chaque année. Maintenant, on est quitté des ENIEJ pour les écoles normales supérieures, on vivra la même chose. Et pourtant, la thématique du 5 octobre disait qu'il y a pénurie d'enseignants. Mais comment on forme les gens chaque année qu'on ne recrute pas et on dit qu'il y a pénurie d'enseignants? Il y a contradiction là. Et moi, je suis avec une pharmacienne et je vais lui dire que le dernier concours d'intégration à la pharmacie remonte il y a au moins 2 ans ou 3 ans. On ne lance plus. Comment est-ce qu'on fait quand on est pharmacien et qu'il n'y a pas un concours d'intégration? Lorsque vous allez demander le travail dans une pharmacie à côté, on vous propose 50 000 francs. Mais quelqu'un qui, ayant fini ses 7 ans et qui, pendant qu'il a en spécialisation, n'a pas de travail, est obligé de chercher le travail à côté, qu'il se trouve en train d'être de voir un salaire de 50 000 francs, 60 000, 100 000 francs pour ceux qui sont les plus chanceux lui être proposés. C'est compliqué. Je crois que de ce côté, l'État a un peu démissionné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être un peu regardant dans le secteur privé. C'est-à-dire qu'il faut un ensemble de normes qui permettent que l'État puisse contrôler ce qui se passe dans le privé. C'est-à-dire, on peut fixer un seuil salarial, par exemple, et imposer cela. Mais il faudrait une réglementation qui encadre tout cela et qui mette chacun devant ses responsabilités. Vous qui créez votre clinique, vous qui créez votre hôpital, vous devez savoir ce qui a lieu de faire lorsque vous avez affaire à un médecin ou à un infirmier. D'accord. Merci beaucoup pour vos brillantes idées quant aux différents sujets déjà évoqués sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, on va aller prendre un verre d'eau et puis on revient pour aller en conflit. Eh bien, on revient pour aller en confé, fidèles téléspectateurs. Vous savez, lorsqu'on parle de confé, c'est donc d'élucider tout simplement, de dérouler cette thématique sur laquelle on a placé le curseur. Et pour cette édition, on parle du PCRN et cette navigation en eau trouble qui est donc observée dans ce parti depuis plusieurs jours. Et à notre grande stupéfaction, on voit 2 communiqués. On voit celui-là qui exclut le président fondateur et on voit d'un autre côté c'est un autre communiqué qui exclut le président national et finalement on ne sait plus donc qui est président. Ça va se passer comment? Qu'est-ce qui ne va pas au sein du PCRN? Et peut-être pour lancer la première Babou, je vais dire comme ça dans l'eau, je vais donner la parole aux représentants, aux communicants du PCRN. Vraiment, dites-nous,
Parce que ça part un peu de... Ça va de partout, on ne sait plus à quel sens... Qu'est-ce qui se passe véritablement au PCRN? Alors, j'aimerais commencer par vous rassurer hein, Oui. sur deux choses. La première chose, c'est que le PCRN, pour le moment, malgré cette zone de turbulence que nous sommes en train de traverser, nous nous portons bien. Le président Cabral Libi, qui se trouve actuellement au Sénégal, invité par le Conseil constitutionnel pour prendre part à l'investiture du président sénégalais Diomaye Faye, donc se porte bien, il est serein et il sait qu'effectivement par la volonté de Dieu et du peuple en 2025 il sera certainement le président du Cameroun. D'ailleurs vous avez vu une ici qui a dit le futur président du Cameroun doit respecter les aînés. Il y a un présupposé, c'est qui sera le futur président. Donc que celui qui a fait cette une sache qu'effectivement il a dit une certaine vérité, mais une vérité certaine d'ailleurs. Maintenant j'aimerais vous rassurer sur un deuxième point. Non, dans aucune note, le président national du P5 qui s'appelle Cabral Libi Linguingue n'a été exclu. Parce que d'ailleurs, la note dont vous parlez, si vous avez prêté attention, vous allez vous rendre compte que on a parlé du Parti camerounais pour la reconstruction nationale et non du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Donc le président national du PCN, et d'ailleurs les noms, la plupart des noms qui y sont cités n'existent pas. Parce qu'on nous parle de Cabral Libi Linguingue, qui n'existe nulle part. On nous parle d'Arnaud Okol, qui n'existe nulle part. On nous parle de Christian Diokor, qui n'existe nulle part. J'ai aussi lu Clotarien Guédéo. Ce sont des personnes qui n'existent nulle part. Mais en réalité, j'évoque cela pour que vous compreniez quelque part le manque de sérieux de ceux à qui nous avons affaire. C'est-à-dire, ce sont des gens qui, je ne sais pas s'ils se mêlent eux-mêmes les pédales dans cette manœuvre malsaine qu'ils sont en train d'opérer, ou alors à un certain moment, c'est Dieu qui veut les étaler aux yeux du monde pour que tout le monde voit effectivement leur bassesse. Parce que fondamentalement, je ne comprends pas comment, dans un pays comme le Cameroun, que nous proclamons tous comme étant un état de droit, on peut assister à ce genre de spectacle. Ce qui se passe au sein du PCN, et je crois que même le Camerounais le plus aveugle, le plus malvoyant devrait comprendre qu'il y a un ensemble d'adversaires et même d'ennemis qui aujourd'hui sont clairement identifiés parce qu'ils ne sont plus tapis dans l'ombre. Il y a un ensemble d'éléments, de vidéos qui circulent d'ailleurs où M. Conard Robert indique même qui sont ses commanditaires, qui sont ses patrons. Donc forcément, ils ne sont plus cachés. Donc ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de mettre à mal l'avenir politique de Cabral Libi, l'avenir politique de ceux qui suivent la dynamique cabraliste, mais l'avenir politique du Cameroun aussi, parce que nous nous sommes dit tous ici que Cabral Libi, en dépit de ce qu'on peut avoir contre lui, a quand même le mérite d'avoir suscité un intérêt politique chez la plupart de jeunes Camerounais. Et donc, s'attaquer ainsi, aussi grossièrement à lui, c'est porter atteinte même à l'avenir politique du Cameroun. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je disais que le Sénégal devrait nous parler, j'étais même d'accord avec celui qui a dit que le Sénégal ne parle pas aux Camerounais. Parce qu'en réalité, moi j'ai vu le week-end, hier encore, des gens sur les plateaux de télé qui essayaient même de donner raison à M. Conard Robert et ses affidés. C'est pour ça que je dis qu'à un moment, le Sénégal ne nous parle pas. Parce que je suis convaincu que même si Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient Camerounais, bon, le régime actuel aurait décidé justement de leur mettre ainsi les bâtons dans les roues, que vous aurez des gens qui auraient écumé les plateaux de télé pour vous expliquer que Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont des pantins politiques, comme j'entends des gens dire de Cabral Libi. Donc fondamentalement, sans être long sur la question pour cette première prise de parole, je pense que chacun de nous est conscient que ce qui se passe actuellement au sein du PCN n'a pas lieu d'être et que les Camerounais même devraient se mobiliser pour dire non à ce genre de manœuvre. Claude Ngan, réaction?
C'est mon propos liminaire sur ce sujet. Pourquoi Cabral, pourquoi on peut laisser un certain parti politique faire son congrès tranquillement dans un palais des congrès de la République et interdire à Cabral de faire son congrès, je crois que c'était à Kribi. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais ma question, vous permettrez, Claudia, que je lui pose un certain nombre de questions parce que je ne maîtrise pas trop les textes UPSN. Est-ce que être président, est-ce qu'être fondateur fait de vous le président du parti camerounais pour la réconciliation? En aucun cas. Voilà. Il n'y a même pas dans le statut du PCN un article qui consacre un certain pouvoir au président fondateur. Voilà. Lorsque cela est dit, et il me prend le mot dans la bouche, c'est de l'imposture. Monsieur Kona Robert, que je suis attentivement, parce que je m'intéresse beaucoup au PCRN, avoue lui-même qu'il y a un certain ministre qui l'invite et qui lui demande de faire ci ou de faire ça. Mais pourquoi Cabral? Peut-être simplement parce que Cabral fait peur. Cabral est le seul opposant actuellement qui peut tenir tête, et tout le monde le sait. Et comme c'est la politique et que tous les moyens sont bons, comme disait Machiavel, pourvu qu'il soit efficace, on utilise tous les moyens pour faire taire Cabral. Mais quoi qu'on fasse, d'autres ont fait la prison, ils sont sortis. Quoi qu'on fasse, Cabral ressortira vainqueur, j'en suis certain. D'accord, on va également prendre votre avis, Melchiade, parce qu'on a évoqué tout à l'heure là un arbitre qui est donc en train de gérer la chose entre ces deux personnes et ce parti. Quel est votre avis quel est votre regard par rapport à cet arbitre? Non, je n'ai pas de regard à avoir sur la personne que vous désignez comme étant l'arbitre. Et pour moi, il n'en est pas un. Il n'est pas l'arbitre. L'arbitre dans une démocratie a toujours été la justice. Okay. Si certains membres du PCRN se sentent lésés dans leurs droits, vraiment, ils savent exactement à qui s'adresser après avoir épluché la classique habituelle de la tutelle et autres. Mais ce que je voudrais dire, tout simplement concernant cette crise que moi-même je suis, que tout le monde suit d'ailleurs, je voudrais simplement signifier que il faut repartir à l'interdiction du congrès de Kribi, qui consacre la prise en main du parti par Robert Kona. Non. Lorsque Robert Kona indique que ce qui s'est passé en Gaoundéré au moment où Cabral se faisait élire à Guidigis, je ne maîtrise pas bien les noms de cette partie du pays. Il démontre qu'il a été floué et que en réalité il reprend les choses en main, et ceux qui s'apprêtaient à organiser un congrès à Kribi n'avaient pas qualité de le faire. Alors maintenant il agit. Regardez au bas des papiers qu'il signe. L'argument juridique qu'évoque mon ami d'à côté, ça tient, parce que quand on lit, ça pue le brouillon. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors moi, si j'ai une opinion à donner là-dessus, c'est que mon frère d'à côté lui-même sait que cette crise ne peut pas être réglée par une certaine voie. Il sait. Et tout le monde sait, comme lui-même l'a évoqué, que en réalité que le fameux Papa Kona, c'est la première fois que j'ai entendu des gens appeler un monsieur sur la scène politique Papa. Et c'est les gens du PCN eux-mêmes qui ont consacré ce thème de Papa Kona. Nous retombons dans quoi là? D'accord. On est en politique, ou on est en famille, ou on faut parler comme en famille. Mais c'est pas une façon de respecter, puisque c'est ça. Non, c'est pas du respect. Tout le monde c'est monsieur. Pourquoi vous n'entendez pas les gens appeler monsieur Bia, Papa Bia, ou bien Pépé Bia? Non, ça fait pas sérieux pour moi. Ça ne fait pas sérieux. Moi, je conseille à mes amis du PCN, pour qui j'ai d'ailleurs une admiration forte, parce que grâce à eux, tous ceux qui touchent, les jeunes qui bougent aujourd'hui autour de la politique, leur doivent quand même quelque chose. D'accord. On va poser quand même une question. On a vu que tout à l'heure, il y avait donc
tout simplement le congrès qui a été annulé du côté des Kribi. Est-ce qu'il n'y aurait pas été mieux pour M. Robert Konan si véritablement il était dans la logique de revendiquer un certain nombre de choses, de permettre que le congrès ait lieu et donc durant ce congrès de faire part de ses inquiétudes et de sa négligence dont il clame, du fait qu'il ne reperçoit pas suffisamment d'argent, qu'il a demandé ci ou cela. Est-ce que s'il avait employé cette voie, cette méthode pour attirer l'attention de tout le monde pour faire étalage de ses besoins, est-ce qu'il n'aurait pas eu une solution agréable que ce qui se passe aujourd'hui? Bon, heureusement qu'on a eu un spécialiste du parti. J'aurais quand même aimé aussi avoir un pro Kona. Oui. Quoi, c'est Kona ou Kona? Kona, ok. Monsieur Kona. Voilà, j'aurais quand même aussi aimé avoir un pro parce que c'est pas banal que vous ayez fondé aussi une entreprise politique comme un parti politique. C'est pas quand même banal. Donc je me dis que s'il y a des problèmes maintenant, on voit bien que c'est Kraba Libi qui tient la route, n'est-ce pas, vers les élections, vers bref, qui a le charisme politique du parti, mais on ne peut pas ignorer aujourd'hui le monsieur qui a peut-être fondé tout ça. Donc on aurait peut-être souhaité, mais malheureusement c'est pas arrivé, on aurait souhaité avoir un pro Kona ici, qui malheureusement n'est pas là. Mais cher Claudia, ce qui fait mal dans cette histoire, c'est que pour peu, on a reconnu qu'un parti politique a stigmatiser, j'ai envie de dire quoi, à inciter les jeunes, n'est-ce pas, à se lancer, à croire à une certaine politique. Et justement, l'affaire du Sénégal vient encore ajouter l'espoir. On se retrouve qu'à un mois des élections, il y a ce problème. Ce que je peux dire au PCRN aujourd'hui, c'est, bref, c'est un conseil. Oui. C'est que cette histoire-ci porte un coup très grave au parti, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai, on dit souvent qu'en politique, il n'y a pas de propagande négative. Ce qui veut dire que les gens auront besoin, les gens voudraient bien critiquer pour saboter. Ils feront une certaine publicité sans le savoir. Oui. Mais je dis que, par certains côtés, de façon néfaste, ça décrédibilise un tout petit peu. Parce que, moi, je vais vous dire un truc, je causais avec mon camarade, ça c'est un petit Congo entre partenaires. Oui, après, il me dit, non, mais Mille, comment tu vois cette histoire du PCN? Comment ces petits-là s'embrouillent comme ça? Ils sont en train de gâter l'influence de quoi? Le nom de tous les jeunes, parce qu'on est en train de croire que ce sont les jeunes qui sont incompétents. Je dis, non. Ce qui se passe, c'est que, comme on parle comme ça, on est en train de faire de la pub. Mais en même temps, on se demande en 2025, mais est-ce qu'on se lance avec le PCN? Est-ce qu'ils sont même sérieux? Est-ce que si on s'aligne avec M. Krabal, il va peut-être vouloir nous évincer? Est-ce que si c'est M. Konan? Donc pour finir, les deux partis doivent nécessairement, n'est-ce pas, s'asseoir autour de Cabral, au-dessus de M. Cabral, permettez-moi, parce que c'est M. Cabral qui va porter le PCRN, pas le contraire. D'accord. On revient pour une dernière prise de parole très rapidement. Et justement, avec sa chute, on voudrait savoir, est-ce que véritablement le PCRN, quel est l'avenir tout simplement? Est-ce qu'on peut espérer le PCRN pour 2025? Qu'est-ce qui se passe finalement après tout ce brouhaha? Je vous ai dit dès ma première prise de parole que ceux qui ont orchestré cette manœuvre ont effectivement pour intention de nuire au PCRN, de mettre à mal l'avenir politique de Cabral Libi et de tous ceux qui le suivent. Donc maintenant, nous sommes d'accord que notre défi, effectivement, c'est de faire en sorte que cela n'arrive pas. Maintenant, une fois que je l'ai dit, j'aimerais quand même faire quelques précisions. Première précision concernant... Très rapide, concernant M. Konan Robert. Le PCN n'a pas été fondé par M. Konan Robert lui seul. Le PCN a 3 pères fondateurs. Il y a M. Massadine Albert, il y a M. Wanfeo William et il y a M. Konan Robert qui a été élu au moment de la création président du parti. Et laissez-moi vous dire que les 2 autres fondateurs sont du côté de Cabral Libi, que sont d'ailleurs eux qui ont saisi le conseil, le comité d'éthique et de surveillance pour demander l'exclusion de M. Konan Robert. Donc les gens parlent souvent de 2 exclusions en disant Cabral Libi exclut Konan Robert. Non, c'est pas Cabral Libi qui exclut Konan Robert, c'est finalement la commission de discipline du bureau politique national qui exclut Konan Robert. Et d'ailleurs,
au lendemain de son exclusion, le président Cabral fait une note pour exprimer sa désolation. Et finalement, en 2025, on peut faire confiance au PCRN pour les élections électorales. Bien évidemment, je pense que je l'ai dit. Okay. Tout ce qui se passe actuellement montre qu'on a constaté que c'est lui la personne à abattre et que c'est lui qui porte effectivement l'espoir des Camerounais. Qu'est-ce qu'on retient selon vous? On retient que Cabral Libi fait peur et il fait jaser. Mais avec le PCRN ou pas, il est possible que Cabral Libi soit candidat. Donc les gens n'ont qu'à bien se tenir. Et d'accord, merci. On va prendre également votre avis à Arsène Kolo. On retient qu'il faut la paix au sein des membres fondateurs du PCRN, faute de quoi cela va, n'est-ce pas, entraver fortement à leur élection en 2025. D'accord. On vous écoute également. Il y a un proverbe chez moi qui dit qu'on ne frappe pas le bâton dans la brousse au lieu de le frapper sur le serpent. Je crains que le PCRN que tient Cabral Libi soit en train de frapper le bâton en brousse au lieu de le taper sur le serpent. Je crains. Et dans tous les cas, on a écouté un tout petit peu de la bouche du PCRN qui reste donc crédible selon ce que nous a dit Hassan. Et vivement que la paix revienne et qu'il y ait une entente, une assise et une entente entre le père fondateur, l'un des pères fondateurs, et puis le président national pour avancer à rang serré pour 2025. Merci. Claude Gan, merci Arsène Kolomilo, merci également Melkia Tsour, merci Hassan Fouapon, merci à vous fidèles téléspectateurs pour votre sollicitude et votre fidélité, merci à toute l'équipe mobilisée pour la réalisation de ce programme. Je vous laisse en compagnie des programmes de Cam10 Télévision. Votre fidélité nous honore et elle nous honorera encore plus demain lorsqu'il sera 13h pour votre émission. On refait la presse. Portez-vous bien.